Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Pour inaugurer notre événement Solutions inspirantes face à un monde en crise, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Madame la conseillère d'État Nathalie Fontanet, chargée du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures du canton de Genève et vice-présidente du Conseil d'État. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur la présence de Madame Fontanet ce soir avec nous en tant que représentante du canton de Genève. La Genève internationale et son rayonnement au-delà de nos frontières jouent un rôle clé pour accueillir et stimuler la philanthropie ici. Plus que jamais, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé est nécessaire afin d'œuvrer ensemble face aux défis, qu'ils soient politiques, économiques, sociétaux, environnementaux, actuels et à venir, et d'agir en coordination et en complémentarité. En ce sens, l'intérêt que le canton de Genève porte au secteur philanthropique est crucial, en particulier le cadre d'utilité publique que Madame Fontanet représente. Le secteur philanthropique a besoin d'un environnement propice afin de déployer au mieux ses soutiens et d'amener des solutions pertinentes face aux enjeux et aux défis actuels. Madame la conseillère d'État, merci pour votre présence avec nous ce soir. Je vous cède à présent la parole. Madame la directrice, mesdames et messieurs les membres de l'écosystème philanthropique genevois et international, je suis très heureuse d'être parmi vous à l'occasion de cette soirée placée sous le thème des solutions inspirantes face à un monde en crise, et je remercie Swiss Philanthropy Foundation pour son invitation et l'opportunité qui m'est offerte de prononcer quelques mots d'introduction au nom du Conseil d'État. Ce n'est un secret pour personne. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement secoué par des crises qui se succèdent, se superposent et s'entremêlent. Alors que les frontières s'estompent et les défis se multiplient, l'interdépendance se fait grandissante et les changements s'opèrent à une vitesse vertigineuse.
Dans un tel contexte d'instabilité et d'incertitude, je suis non seulement convaincue que la philanthropie peut changer le monde qui nous entoure, mais je crois aussi fermement que Genève est au cœur de cette transformation. La culture du don est fortement ancrée dans notre canton. Elle est notamment liée à nos valeurs protestantes. D'ailleurs, l'une des expressions les plus marquantes de cet héritage est la création du Comité international de la Croix-Rouge en 1864, qui n'aurait jamais pu se développer sans l'aide notamment de financiers genevois. Aujourd'hui, la plupart des organisations internationales que nous accueillons comptent sur l'apport indispensable de fonds privés pour remplir leur mission. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la santé publique. Face à des enjeux dorénavant planétaires, les changements climatiques, les pandémies, la transition numérique, notre canton possède des atouts uniques et doit jouer un rôle particulier. Tout d'abord, sa chaîne de valeur, qui réunit notamment stabilité politique et économique, sécurité et infrastructures de qualité. Ensuite, l'accès aux capitaux et au savoir-faire dans la gestion grâce à une place financière de très haute qualité alignée aux missions des fondations. Enfin, son écosystème hautement diversifié avec une concentration exceptionnelle d'expertes et d'experts qui est liée à son environnement international unique au monde et à son pôle de gouvernance mondiale parmi les plus actifs de la planète. Ces atouts sont autant de gages pour continuer à innover, à inciter l'émergence de nouveaux modèles philanthropiques et à favoriser l'intelligence collective en encourageant les collaborations transversales, le partage de bonnes pratiques, tout en renforçant le dialogue entre les acteurs et les actrices du changement. La principale valeur ajoutée du canton de Genève, j'en suis persuadée, réside dans sa capacité à faciliter les collaborations entre ces forces vives. Lorsque nous unissons nos ressources et nos compétences, que nous travaillons main dans la main, nous amplifions notre impact à tous les niveaux. Il n'y a qu'ensemble que nous pouvons faire émerger des solutions non seulement efficaces et novatrices dans leur conception, mais aussi en parfaite adéquation avec les besoins de notre temps. Bien souvent, l'action philanthropique complète l'intervention des États. Qu'il s'agisse de contribuer à promouvoir une expression culturelle ou sportive, de soutenir l'éducation ou la santé, d'appuyer le développement, bref, d'améliorer le sort de nos semblables en répondant notamment à des besoins de plus en plus complexes et pressants. Le Conseil d'État que je représente est extrêmement reconnaissant de l'apport significatif de l'écosystème philanthropique genevois. Il s'est d'ailleurs toujours mobilisé pour encourager la création et l'implantation de nouvelles fondations, tout en soutenant les structures déjà existantes. Mesdames et messieurs, défendre des causes d'intérêt général est une vocation majeure de notre canton. Cela contribue à son rayonnement, tout en permettant de développer son tissu économique et celui d'autres territoires. L'événement de ce soir est une formidable opportunité de partager votre expertise dans le domaine passionnant qu'est l'action caritative, tout en se réjouissant de son caractère toujours plus vivant et vivace à Genève. Je tiens donc à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour sa présence, vous qui êtes les ambassadrices et les ambassadeurs naturels de notre région. Votre engagement et vos savoir-faire expriment notre attachement commun à défendre notre précieux écosystème genevois et sa promotion hors de nos frontières. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de fructueux échanges tout au long de cette soirée et je me réjouis de vous écouter et d'y participer. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère d'État, pour votre introduction, pour votre présence ce soir et l'accompagnement qu'offre votre département au secteur philanthropique à Genève.
Mesdames et messieurs, j'ai à présent le plaisir, au nom de Swiss Philanthropy Foundation, de vous adresser moi aussi un mot de bienvenue, et je serai par ailleurs votre maîtresse de cérémonie ce soir. Au nom de la Fondation, de son conseil et de son équipe, je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale des bienvenues ici ce soir. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux à notre événement Solutions inspirantes face à un monde en crise et sommes extrêmement reconnaissants de votre participation et de votre intérêt ce soir avec nous. Votre présence ici souligne votre intérêt pour la philanthropie, à mieux connaître ses actions, et elle est pour nous source de stimulation ce soir. Je voudrais chaleureusement remercier nos panélistes ici présents qui ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme de nous partager leur expérience et leurs perspectives sur leur engagement philanthropique et que j'aurai le plaisir de vous introduire tout à l'heure. Je remercie également sincèrement nos partenaires pour leur soutien dans le cadre de cet événement. Le groupement des entreprises multinationales, qui représente plus de 100 sociétés multinationales suisses et étrangères sur l'arc lémanique, B-Lab Switzerland, organisation sans but lucratif qui a pour objectif d'accélérer la transformation vers une économie durable, STEP Lausanne, Society of Trust and Estate Practitioners, association professionnelle de conseillers accompagnant les familles, et enfin Stiftung Schweiz, la plateforme en ligne suisse pour le secteur d'utilité publique. Pourquoi cette conférence ce soir ? En tant que plus grande fondation abritante indépendante en Suisse, avec une portée également internationale, nous avons reçu, depuis notre création en 2006, 390 millions de francs et hébergeons aujourd'hui près de 70 fonds actifs, fonds philanthropiques actifs, représentant un écosystème de plus de 130 personnes au sein des différents comités de pilotage de ces fonds. Ces fonds distribuent plus de 30 millions par an à Genève, en Suisse et dans le monde, en faveur de projets dans tous les domaines d'intérêt général. Ainsi, nous avons une position privilégiée pour observer les défis actuels, mais aussi pour contribuer avec des solutions aux réponses qui y sont apportées. Nous ne pouvons que constater que nous vivons dans un monde où les crises se multiplient, s'accélèrent, se complexifient et s'interconnectent et nous font sentir souvent submergés. J'entends des gens me dire au sujet des mauvaises nouvelles, cela n'arrête pas. De la dégradation de l'environnement aux conflits armés, des risques technologiques aux inégalités économiques, nous sommes confrontés à des crises qui mènent de plus en plus à une polarisation de notre société. Le World Economic Forum publie un rapport global sur les risques et dans la dernière publication, mise à jour cette année, nous pouvons y voir le classement des risques mondiaux les plus graves à court terme sur un horizon de 2 ans et à moyen terme sur un horizon de 10 ans. Si on peut montrer le slide, s'il vous plaît. Voilà. Et donc vous pouvez voir ici, dans une perspective, si je prends à droite la perspective à 10 ans, on voit que les risques environnementaux se placent en tête de classement. Donc c'est les événements météorologiques extrêmes, perte de biodiversité, pénurie de ressources naturelles, nous allons aussi en entendre parler tout à l'heure. Suivi de près par les risques technologiques autour de l'information, ou devrais-je dire la mésinformation et de l'intelligence artificielle. Face à ce constat d'un monde en crise qui se polarise, nous sommes mus chez Swiss Philanthropy Foundation par un sentiment d'urgence, mais aussi une volonté d'agir en mettant à disposition nos solutions. C'est pourquoi nous avons voulu ce soir organiser cette conférence avec vous. Notre objectif avec cet événement est de vous montrer que malgré tous ces défis et malgré l'échelle à laquelle ils se déploient, pour autant, il existe des solutions simples, accessible pour agir ou commencer à agir à son échelle et faire une différence. En effet, plus que jamais, la philanthropie est nécessaire pour imaginer et mettre en œuvre des solutions en mobilisant des ressources afin d'apporter le changement en complémentarité ou en soutien de l'État et d'autres acteurs de la société. Notre vision chez Swiss Philanthropy Foundation est d'accompagner des donateurs pour contribuer à un monde meilleur. Qu'ils soient des philanthropes, seuls, en couple ou en famille avec la nouvelle génération, mais aussi d'autres fondations. Nous les accompagnons avec une structure et un cadre de bonne gouvernance en hébergeant leurs initiatives dans des fonds abrités, qui est une alternative simple, flexible, efficace à la fondation classique et qui soulage de la charge administrative. Nous nous efforçons de constamment développer de nouveaux services innovants, répondant aux besoins en évolution des donateurs et des fondations. En tant que fondation abritante, nous voulons soutenir le déploiement d'initiatives philanthropiques dans un esprit d'innovation. Nous sommes en outre convaincus, nous l'entendions d'ailleurs tout à l'heure, que la collaboration entre donateurs est clé pour mutualiser les forces et expertises respectives.
et atteindre davantage d'impact ensemble. Nous souhaitons agir comme une plateforme ouverte sur notre écosystème et connectée avec ce dernier. Ainsi, ce soir, nous allons mettre en lumière des initiatives, d'une part abritées au sein de notre fondation, mais aussi des initiatives de l'écosystème philanthropique qui nous entoure. Au cours de cette conférence, nous aurons ainsi le privilège d'entendre 4 panels offrant différentes perspectives. Nous explorerons des approches de la philanthropie à diverses échelles, illustrant concrètement diverses façons d'agir et de s'impliquer afin de répondre aux défis actuels et de faire une différence. Je souhaite que ces exemples puissent vous inspirer. Et c'est ainsi que j'ai le plaisir d'introduire notre tout premier panel de la soirée, faire place aux jeunes. Lorsqu'en tant que donateur ou en tant que fondation donatrice, on réfléchit aux moyens pour soutenir les bénéficiaires, cela implique nécessairement une certaine projection sur comment résoudre ces problèmes, qui soutenir, avec combien d'argent. C'est pourquoi, il y a 2 ans, nous nous sommes demandé, chez Swiss Philanthropy Foundation, pourquoi ne pas donner la place aux bénéficiaires dans la prise de décision. Ne savent-ils au fond pas mieux quels sont leurs besoins? Nous avons alors créé et hébergé une nouvelle initiative innovante, Demampact, cofinancée également par 3 autres fondations philanthropes genevois. Elle vise à venir en aide aux jeunes en Suisse avec un cadre de gouvernance repensé qui inclut la nouvelle génération, plus précisément un groupe de 10 jeunes renouvelés chaque année qui choisissent en fait les projets et les dons. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur scène Yasmina Berkam et Maxime Chatillon, membres du comité de pilotage Demampact en 2023, ainsi que Daniela Rani, directrice de la Fondation actionnaire André Loche Fondation au Luxembourg, qui a répliqué le modèle. Ce panel sera modéré par Martial Paris, membre du conseil de fondation de Swiss Philanthropy Foundation. Bienvenue. Et on peut passer au slide suivant. Ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Mais écoutez, au nom de Swiss Philanthropy Foundation, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Peut-être avant de commencer ce panel, brièvement remercier la personne que je remplace aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'étais pas censé modérer ce panel. C'était Madame Lucille Bulla-Hersin qui devait l'animer. Je ne sais pas où elle est. Elle est avec la moitié de sa famille par là. Voilà. Donc merci Lucille. C'est pour un heureux événement. Donc, mais en tout cas, on est ravis que tu sois là aujourd'hui. Voilà. Très bien. Écoutez, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de Demampact et puis de sa réplique au Luxembourg pour redonner brièvement le cadre. L'innovation, pour nous, elle se situe plutôt au niveau de son... Comment est-ce qu'on peut dire ça? De son organisation, c'est-à-dire l'idée, c'était vraiment donner les clés à des jeunes pour qu'ils définissent eux-mêmes qu'est-ce que les jeunes avaient besoin. Et donc, pour ce faire, ils avaient une enveloppe, ils avaient un accompagnement, et puis c'était à eux de décider quels critères, quelles thématiques, etc. ils pourraient mettre en place. On a commencé ce processus l'année passée. Maxime et puis Yasmina sont les membres du premier groupe. On a un deuxième groupe qui est en cours maintenant. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait échanger avec eux et avec la salle si on a le temps. Mais on va faire en sorte d'avoir un peu le temps pour prendre quelques questions. Et puis de parler aussi avec Daniela de la raison pour laquelle elle a décidé de répliquer ce modèle au Luxembourg. Et puis je suis quand même ravi parce que je vois qu'il y a énormément de couleurs sur ce panel et c'est pas souvent. Yasmina, oui. Ça marche? Est-ce que... Oui, c'est tout bon. Parfait. Première question pour toi, Yasmina. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à Demampact? Alors, d'abord, j'ai vu cette annonce de projet et j'ai tout d'abord trouvé l'idée totalement folle de confier cette somme aussi importante à 10 jeunes. Et puis c'est aussi à une période où j'avais besoin de changement, j'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin d'agir en fait. Et j'ai vu qu'en m'inscrivant et en participant, ce projet était totalement innovant, mais aussi... Oui, totalement disruptif de ce qu'on peut voir d'habitude. Juste pour que vous sachiez, en fait, l'enveloppe à disposition du groupe, elle est de 400 000 francs. Donc c'est quand même un montant intéressant pour faire des projets. Pour une première fois, c'est pas mal. Maxime? Oui, pour moi c'était aussi un point de départ. C'était une chose
de faire des actes de bienveillance, d'avoir de l'empathie, je me posais les questions, en fait, comment est-ce qu'on aide, où est-ce qu'on aide? Et là, avec ce projet très intéressant, le but, justement, c'était d'aider des jeunes de Suisse romande, donc un cadre très précis, et puis participer avec Yasmina, avec Martial, ça me permettait justement d'acquérir des outils, une nouvelle réflexion pour déjà comprendre un petit peu ce qu'est la philanthropie, et aussi idéalement transmettre une opportunité à ces jeunes pour les différents projets. Et puis donc de m'ouvrir et de faire partie d'un projet intéressant, c'était quelque chose, comme je suis très curieux, qui m'a captivé dès le début. Oui, totalement. Je reprends ce que tu disais. C'est vrai que de sentir qu'on peut agir, qu'on peut avoir un impact à son échelle, et puis aussi par la suite, après, de pouvoir inspirer aussi d'autres personnes à s'impliquer. Yasmina, maintenant vous connaissez bien le groupe de 10, mais au départ vous ne connaissiez pas du tout. Et donc en fait c'est des jeunes qui sont venus de tous les cantons de Suisse, de Suisse romande, avec différents niveaux de formation. C'est aussi la volonté d'avoir une certaine diversité. Du coup, on sait que décider ensemble c'est pas forcément facile. Donc comment vous vous êtes organisé vous au sein de ce groupe de 10 pour en fait vous mettre d'accord sur les critères de comment choisir? Oui, alors avant de savoir comment on allait choisir, on s'est réunis plusieurs fois, on a fait connaissance et dès le début, en fait, on a vraiment senti une cohésion, on sentait qu'il y avait un feeling entre nous et on sentait vraiment que le recrutement allait permettre, tout le recrutement qui a été fait pour nous, allait nous permettre vraiment de sentir solidaires et motivés, en fait. On allait vraiment tous dans la même direction. Ensuite, on s'est également confié par rapport à nos doutes, à nos craintes qu'on allait peut-être avoir pendant ce processus-là, comme par exemple le temps qui nous était alloué, ou également de devoir refuser des projets, de devoir en mettre certains aussi sur le côté. Ça faisait aussi partie de nos doutes. Et puis ensuite, on a justement abordé cette question de quelle méthode est-ce qu'on allait adopter. On a discuté entre est-ce qu'on allait faire un vote à la majorité ou un consensus, et puis on s'est rapidement dirigé justement vers le consensus. On sentait vraiment cette dynamique de groupe qui allait nous le permettre, puis une certaine solidité dans le groupe. On sentait vraiment aussi, dès ce choix-là, qu'on avait fait un vrai choix aussi, c'était de se faire confiance. Et je pense que la confiance était vraiment une clé importante dans la suite du projet. Maxime, choisir, c'est pas facile. C'est quoi les critères que vous aviez définis pour décider les projets à soutenir? Ouais, comme tu l'as dit, Martial, c'est toujours compliqué parce que choisir, ça veut dire refuser d'autres choses. Et donc pour rejoindre un petit peu Yasmina, au début on a dû justement apprendre qui on était en groupe, où est-ce qu'on voulait aller, et on savait que mettre un cadre, ça allait guider nos décisions. Donc aussi avec le support de Martial et de l'équipe, ce cadre, d'abord on a fait l'ambition commune, une ligne, une espèce de motto. Ensuite on s'est un peu penché sur justement le focus, les différents thèmes qu'on voulait regrouper, l'éducation, la réinsertion, l'aide pour l'enseignement. Et par la suite, justement, c'est là, après chaque étape, consciencieusement réfléchir et puis parler en équipe, se dire quels critères étaient importants pour nous. Et on en a dégagé 6. C'était premièrement mesurable, réplicable. Il y avait aussi l'efficience du projet, l'inclusivité et puis la transparence. Et puis, donc ça résume un petit peu les différents critères. Bravo, tu te rappelles bien. Voilà, maintenant, c'est d'autant plus difficile, ça fait quand même une année maintenant que vous avez pris ces décisions, donc on ne va pas rentrer dans le détail des projets parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous avez décidé de soutenir 4 projets en Suisse romande. Avec le recul maintenant, qu'est-ce que vous retenez en fait de cette expérience à titre personnel? Je commence. Allez. Je retiens vraiment de cette expérience qu'il faut oser. Il y a quelques temps de cela, je n'y connaissais pas particulièrement grand-chose à ce domaine de la philanthropie, et aujourd'hui pourtant je suis là devant vous accompagnée pour vous présenter ce projet. Je retiens qu'il faut oser se lancer, justement, avoir confiance au groupe et au processus. C'était vraiment une leçon. Et également
j'ai beaucoup appris et été sensibilisée justement à tous ces processus de sélection de projets dans la philanthropie. Maintenant, ce que ça m'apporte, Bon, déjà, tu peux venir parler devant 300 personnes. c'est déjà quelque chose. Mais c'est aussi une émotion et puis le sentiment de sentir que voilà, j'ai pu faire quelque chose à mon échelle, entourée bien sûr, mais d'avoir sauté ce pas-là et d'avoir agi comme j'ai pu, d'avoir participé à l'élaboration de projets, peut-être au bien-être d'autres personnes, de jeunes en Suisse, et peut-être un changement positif dans le monde. Voilà. Merci. Maxime, toi, qu'est-ce que tu en gardes? Pour moi, c'est d'abord un chouette souvenir. Si je parle personnellement, on salue aussi les membres de notre équipe qui nous regardent. C'est d'avoir construit ensemble, avec 10 personnes différentes, ce projet. Et puis aussi, pour moi, d'avoir compris justement et acquis quelques outils pour déjà ouvrir mon esprit sur la philanthropie et comment aider. J'ai remarqué que ça nécessite de la rigueur et beaucoup de choix. Parfait, parfait, c'est brillant. Daniela, toi, tu t'es lancée dans ce processus au Luxembourg. Juste une petite réflexion par rapport au témoignage que tu as entendu de ces deux jeunes. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Je dirais qu'en commençant, bonsoir à tous et à toutes, je dirais que de l'admiration, on voit qu'on arrive, si on donne de la confiance, si on donne un cadre, une confiance qui est mûre et qui est sérieuse. On ne les a pas lancés, vous ne les avez pas lancés dans les vides, vous les avez accompagnés et on voit qu'on peut faire des super belles choses et qu'en fait, là, c'est vraiment l'effet qu'il faut reconnaître les pouvoirs et la potentiel de notre jeunesse et commencer à lâcher un peu doucement parce qu'une fois... voilà, on grandit dans la carrière, on grandit dans la vie, on a une certaine dose de pouvoir et c'est rassurant. Et le fait à un certain moment d'ouvrir certaines portes et de dire on peut lâcher à quelqu'un d'autre et en fait voir les résultats, c'est très très rassurant. Et c'est quand on était à Luxembourg avec Étienne et Martial, ça fait pas longtemps, on a fait les ateliers. Après 2 jours très intenses, tu m'as demandé qu'est-ce que tu penses. Il m'a fallu quelques minutes. Et en fait, je dirais, j'étais rassurée parce que je me dis, ils t'ont embarqué où en fait? Tu vas là, 10 jeunes, tu ne les connais pas, il vient des droites, des gauches, tu ne sais pas, est-ce que ça va ressortir quelque chose avec lequel on peut s'identifier? On représente quelque chose et ça doit être aussi institutionnellement, ça doit être un alignement, une identification qui est aussi institutionnelle et pas seulement Daniela aime les jeunes. Ou aime la réflexion des jeunes, parce que les jeunes, on ne les connaissait pas au départ. Et on voit en fait que le potentiel est très haut et qu'il y a aussi le niveau de la discussion était très mature. Si on fait juste un pas en arrière, pourquoi est-ce que la Fondation Loche a décidé en fait de se lancer aussi dans ce processus-là, puis d'impliquer les jeunes dans le processus de décision? Alors ici, il faut dire qu'André Loche Fondation, on travaille avec Étienne et Marcel, ça fait déjà quelques ans, qui vont nous accompagner, et vous nous avez parlé de ces beaux projets déjà à un moment. J'ai eu au début un peu peur, je vous ai repoussé. J'ai dit, mais non, c'est trop tôt, notre conseil ne sera sûrement pas prête. Et après, finalement, on a avancé avec notre stratégie et on a vu en fait qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas repousser cette délégation du pouvoir à la prochaine génération c'est par commodité finalement, parce que ça nous plaît de tenir un certain contrôle sur ce que nous faisons. Et alors ensemble, voilà, on a commencé à travailler avec les conseils et avec vous qui nous avez bien conseillé. Il nous a fallu, je dois dire, un peu plus que la validation d'un projet habituel. C'était pas une séance du conseil une fois, ça nous a fallu quelques mois pour sensibiliser les conseils, pour les rassurer, pour montrer en fait que ce qu'on voulait faire avait du sens. Le fait que l'expérience avait déjà eu lieu en Suisse, c'était visiblement rassurant aussi pour nous tous et nous toutes au niveau de l'exécutif et aussi du conseil. Et c'était vraiment ce que je disais avant, c'est montrer à la société qu'on peut déléguer et montrer une somme considérable pour dire que c'est, en fait, déléguer une somme considérable pour montrer à la société qu'on le fait sérieusement.
et qu'on fait pas, on prend les jeunes au sérieux, on ne leur donne pas 20 000 euros ou n'importe, une somme qui pourrait être, je ne dirais pas irrisoire, mais qui est quand même respectée, tandis que nous aussi, on n'était pas arrivé à votre enveloppe, mais on a quand même donné une enveloppe conséquente. En quoi, en fait, ce projet-là, rapidement, j'aimerais prendre encore une ou deux questions. Oui. En quoi, en fait, cette approche-là était différente de ce que vous faites d'habitude? Alors, André Loge Fondation est une fondation actionnaire qui se concentre sur l'enfance et la jeunesse au Luxembourg, dans les domaines de l'éducation, la santé et l'inclusion sociale. Jusqu'à présent, l'idée, c'est de renforcer, faire de l'empowerment de la jeunesse. Et la jeunesse a été considérée comme un bénéficiaire. Tandis que dans les projets, c'était vraiment la volonté de montrer au Luxembourg qu'on peut la faire devenir acteur. On peut demander et il faut l'accompagner pour que ça soit, on avait dit, on lui donne c'est comme donner les clés de la voiture, mais on les accompagne dans la prise du permis. Voilà, c'est pas, on ne les laisse pas dans les vides. Et là, c'était très important pour nous. Et je pense que les conseils, pour l'instant, nous, on est dans la phase appel à projet. On espère recevoir des projets. On a aussi un cadre qui est plutôt aligné avec les cadres de la Suisse. Alors, on voit bien que la jeunesse, internationalement parlant, elle a des intérêts qui ne sont pas si loin l'un de l'autre. Et voilà, on espère d'avoir des beaux projets. Pour l'instant, les conseils étaient plutôt satisfaits de l'évolution. Voilà. Merci, Daniela. Dans les 4 minutes qui restent, on peut prendre une ou deux questions de l'assistance. Oui, madame. Je ne pense pas qu'on a de micro, donc si vous osez vous lever et parler à voix haute, et ensuite je répéterai votre question. Très bien, donc on a beaucoup parlé de la sélection des projets et puis comment ça se passe pour le suivi de ceux-ci. Tu veux commencer? Dans notre cas, nous, on a les jeunes, c'était, on va dire, presque un copier-coller du projet de la Suisse. C'était les mêmes procédures. L'idée, c'est d'impliquer les jeunes à des moments clés pendant l'application et les suivis du projet. Mais au niveau, après du suivi technique, financier et tout cela, il y a l'équipe de la Fondation qui va faire les corps business comme dans un projet d'habitude. Mais les jeunes auront l'occasion de poser certaines questions et de voir dans les temps aussi l'impact vrai de leurs décisions. Yasmina, Maxime? Oui, pour revenir... Ce que dit Daniela, on est tout le temps encadré. Et nous aussi, personnellement, les 10, on avait à cœur de suivre le projet. On a déjà été voir justement un projet sur place pour avoir un feedback, parler justement avec les bénéficiaires. Après, ce qui est important aussi, ce sera de voir à la fin du projet qu'est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'on peut s'améliorer et puis quelles leçons on peut en tirer. Mais c'était important pour nous aussi d'aller 1 ou 2 fois sur place et de voir le déroulement, comment il se passe. Encadré toujours de Martial, Étienne et de l'équipe. Une dernière question? Bonsoir et merci à toutes et à tous pour partager cette belle expérience. Moi, j'ai une question dont je soupçonne fortement qu'elle ira à toi, Daniela. Est-ce que, ou à toi, Martial, est-ce que vous avez observé une différence significative dans la nature des projets qui étaient identifiés, de même que peut-être dans la relation qui s'instaurait entre le comité de jeunes, comme vous dites, qui l'a identifié, et ou le conseil de fondation ou la fondation Loche. Merci. Moi, je peux commencer parce que ce sera très rapide. Du fait que nous serons encore dans le processus de sélection, je ne peux pas encore répondre à ta question. Je pense que c'est plus... Parce que nous, on y arrivera dans quelques mois.
nous, on a un petit peu plus de recul. Et puis, comme on a avec le deuxième groupe, c'est intéressant de voir. Il y a quand même déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que le processus de sélection des jeunes, ça s'est fait par TikTok et Insta. Et puis, qu'en fait, il y en a certains qui pensaient que c'était un scam, que c'était une escroquerie. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. En fait, on veut me vendre un truc, c'est pas possible qu'on m'offre ça comme ça. Donc, c'était quand même quelque chose où il fallait un petit peu, comment dire, bien expliquer. Ensuite, sur les thématiques, il y a quelque chose c'est ce que tu disais qui rejoint beaucoup les enjeux des jeunes luxembourgeois et des jeunes suisses. C'était cette question éducation, mais très pratique. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que je réussis la transition entre le système scolaire, disons, et puis la vie réelle. Et en fait, visiblement, il y a plein de choses qui existent, mais pas suffisamment. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui était assez fort, je dirais, sur les 3 groupes de jeunes. L'autre chose qui était assez impressionnante aussi, je dirais, c'est la question santé mentale. Voilà. Et puis le dernier, c'était de nouveau pas très étonnant, l'environnement. Après, ce qui est intéressant et où les jeunes étaient un peu déçus, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, l'année passée, sur l'appel à projet, on a reçu 50 dossiers. Donc il y avait un sujet éducation, une thématique éducation, intégration et une thématique biodiversité. Et en fait, les jeunes étaient un peu déçus puisque en fait, biodiversité, ils ont reçu 3 projets sur les 50. Donc voilà, il faut aussi apprendre en tant que donateur que des fois, il faut aussi que des ONG puissent appliquer à ces choses-là, même si on pense qu'on a identifié un besoin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore. Écoutez, on arrive au bout. Tu voulais rajouter quelque chose? C'était juste pour te remercier avec toute l'équipe aussi d'Étienne et de Swiss Philanthropy Foundation. Parce que c'est grâce à vous et votre cadre qu'on a pu aller de l'avant aussi. Écoutez, j'ai plus le temps. Il y a un timing qui tourne et c'est hyper stressant. Donc malheureusement, et j'aimerais pas empiéter la parole au panel d'après, ce serait pas juste. Donc, mais de toute façon, on est là. Il y a un apéro après. Daniela, Maxime, Yasmina, et puis le reste du groupe de Demain Pacte sont là aussi. Donc les autres jeunes sont là aussi. Si vous pouvez juste, voilà. Donc si vous voulez leur poser des questions à elles aussi, n'hésitez pas. Et puis merci encore pour vos questions et votre attention. Et puis Sabrina, je te redonne la parole. Un grand merci à Yasmina Berkam, Maxime Chatillon, Daniela Ragné et Martial Paris pour ces réflexions enrichissantes sur la gouvernance participative. Lorsqu'on pense aux défis évoqués tout à l'heure, on pourrait se sentir découragé et tenter de se dire « ma contribution ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan » ou encore « par quoi » ou « comment démarrer face à l'ampleur des problèmes ». Nous avons envie ce soir de vous montrer que la philanthropie peut aussi se penser et se déployer à plusieurs. En mettant en commun leurs ressources pour cofinancer ensemble des projets, les philanthropes et les fondations peuvent créer un effet de levier et générer davantage d'impact tout en mutualisant les coûts et les risques. En outre, cela constitue une opportunité d'apprentissage et de partage de connaissances, pas uniquement pour des donateurs qui démarrent dans la philanthropie, mais aussi pour des fondations établies afin de diversifier leur action, d'accéder à davantage d'expertise ou encore avoir de nouvelles idées. Peut-être que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Nous allons l'entendre dès à présent dans le panel « Faire à plusieurs », pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Tamar Gabelnik, fondatrice et présidente de la fondation Salève à Genève, et Alistair Brown, donateur d'un fonds abrité chez Swiss Philanthropy Foundation. Ensemble, ils cofinancent un projet soutenant l'éducation de jeunes filles en Tanzanie, dans le cadre du fonds thématique Éducation et Emploi de Swiss Philanthropy Foundation. Cet échange entre ces deux donateurs sera modéré par Mara De Monte, directrice exécutive du Centre en philanthropie de l'Université de Genève, partenaire de la Fondation dans le cadre de la masterclass en philanthropie. Bienvenue sur scène. Merci beaucoup, Sabrina. Nous l'avons entendu lors de l'introduction, les crises d'aujourd'hui, un monde rempli de turbulences peut faire peur, des fois. Ça peut nous pousser à nous poser des questions sur notre engagement en temps et en argent. Et l'idée, c'est vraiment en fait, de vous écouter votre parcours, vos histoires, et pourquoi, de quelque manière, cette volonté de faire ensemble pour aller effectivement plus
plus loin et se donner aussi les moyens, de quelque manière, d'avoir un impact. C'est peut-être la première question, en fait, pour Tamar. Qu'est-ce qui vous a poussé pas seulement à vous engager, mais à vous engager avec d'autres, étant donné un peu votre parcours aussi, votre histoire, le fait que vous avez une fondation que vous avez créée et que vous dirigez aujourd'hui. Merci, et merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Alors, la Fondation Salève, c'est une toute petite fondation que je gère seule avec un petit comité de direction. Et c'est vrai que dès le début, je voulais faire les choses seule, moi-même. C'était mon travail à plein temps. Et le projet qu'on mène, c'est assez petit en général. Donc, j'ai commencé à chercher des petites associations qui travaillent sur l'accès à l'éducation secondaire pour les filles vulnérables. Mais c'est toujours difficile de travailler seul, de trouver les projets intéressants. Et le projet que je voulais vraiment soutenir, c'était pas une petite association, c'était CamFed, qui est assez grosse. Et donc, normalement, les projets que j'avais trouvés jusqu'alors étaient aussi petites et locales. Enfin, je préférais généralement de faire les dons aux associations qui travaillent sur le terrain directement. Et donc, si on donne à peu près 20 ou 30 000, ça peut vraiment avoir un impact. Mais pour une organisation comme CamFed, je me suis dit, mais comment moi, avec un petit montant, enfin relativement petit don comme ça, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Est-ce que c'est un don qu'ils préfèrent qu'ils reçoivent par leur site web? Enfin, ce n'est pas... Et alors, je parlais avec une autre collègue qui gère aussi une petite fondation, et elle m'a parlé de vous. Et elle a dit que peut-être qu'il y avait un projet justement avec CamFed. Et alors, j'ai appris que c'était le cas, et ça s'est tombé du ciel, que vous cherchiez un dernier donateur ou donatrice pour ce projet. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Les étoiles se sont alignées, c'est super. Alistair, vous avez un parcours un peu différent, ça c'est très intéressant. L'autre de notre discussion aussi, comme très vite vous êtes arrivé dans cette idée en fait de faire ensemble, par contre. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis un néophyte dans le monde de philanthropie, donc je ne sais rien. Et j'ai commencé avec cette base de départ et je me suis dit il faut s'adresser aux gens qui savent ce qu'ils font. J'ai eu la chance de rencontrer Étienne qui m'a parlé de ses activités et il m'a dit voilà, on a un projet qui pourrait vous intéresser. Et effectivement, vu le fait que ça touche et les femmes et l'éducation, je me suis dit bingo, c'est fantastique. Et les vraies raisons de faire ça ensemble avec Tamar, c'était de deux. En fait, avec Swiss Philanthropy, ils font un due diligence sur le projet, et ça m'était très important. Parce qu'il y a beaucoup d'avenues pour les donateurs, mais il y a peu de projets qui ont vraiment une capacité sur le terrain. Et quand on regarde en fait le pourcentage de ce qui est donné est investi sur le terrain, parfois on est très déçu. Et dans ce cas de CamFed, c'était le contraire. Et je me suis dit qu'avec le due diligence de Swiss Philanthropy, ça me permet d'être assuré que l'argent est bien dépensé. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est la suivi. C'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Mais dans ce cas de figure, c'est très clair, c'est suivi. Il y a des réunions qui sont semestrielles. On voit exactement ce qui se passe. Il y a des méthodes de mesure qui sont imposées et on voit si ces mesures sont accomplies ou pas. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très positif pour moi en tant que néophyte. Encore une chose, c'est que c'était très intéressant de partager ça avec Tamar,
parce qu'elle pose des questions très intéressantes. Et ce genre de questions dont je n'avais pas réfléchi moi-même, et donc j'apprends. Donc pour moi, c'est une approche où j'apprends beaucoup, et je me sens encadré de ne pas faire des bêtises. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander, je crois que ça va juste aider à mettre les choses un peu en contexte, un ordre de grandeur de votre soutien, parce que je crois un des points importants qui est sorti lors de notre échange, c'est aussi cette idée de dire faire à plusieurs, ça permet aussi de, si vous permettez un peu, diversifier le risque d'être à plusieurs à soutenir une organisation. Ça veut dire que pour X raison, un donateur à un moment donné et peut plus soutenir l'organisation, il y en a d'autres qui sont autour et ça pourrait être tout à fait intéressant aussi. Qui veut... Je n'ai pas trop pensé à risque avec ce projet-là, parce que c'est une organisation mondialement connue, je crois, au moins dans ce secteur. Donc, je ne pensais pas trop à ça. Je pensais juste multiplier l'impact et la puissance d'un don en travaillant avec d'autres. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Alastair que le fait que vous faites tout le suivi avant le projet, pendant le projet et après, c'est très rassurant. Parce que, en fait, vous dites que vous êtes néophyte, mais moi aussi, je n'ai jamais géré une fondation avant que j'ai commencé en 2019. Donc, je n'ai pas une grande expérience, j'ai plutôt l'expérience de recevoir les dons. J'ai toujours travaillé pour une ONG. Mais donner, c'est autre chose. Et de faire le due diligence, c'est plus compliqué qu'on peut penser. Alissa ? Oui, c'est exactement la même chose. Et le fait que vous pouvez en fait partager le montant, vous arrivez aussi à une taille critique qui est beaucoup plus intéressante pour ceux qui reçoivent. Donc, ils sont prêts à vous accorder plus de temps et plus d'attention que si vous donnez quelque chose par Internet, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc, ça, c'est très important d'avoir ce côté-là. En plus, il y a un autre avantage d'être plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut penser, on peut réfléchir sur le long terme. On s'est consacré à un projet de 3 ans et on est très content des résultats. Et après cela, les 3 donateurs ont décidé ensemble, tout récemment, de continuer pendant encore 3 ans. Et c'est comme si vous achetez une action en bourse. Si vous aimez cette action, ça ne sert à rien de vendre. C'est plutôt garder. Et quand on a une équipe qui gagne, quand on a un projet qui vaut la peine et qui est vraiment réjouissant, c'est fantastique de pouvoir continuer à long terme à soutenir ces personnes. C'est super de voir que, pas seulement le projet a eu du succès, vous continuez à vous engager en tant que partenaire aussi dans le soutien de ces projets. Est-ce que vous aviez l'un ou l'autre de réticence avant de vous lancer, vraiment dans l'idée aussi de collaborer avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant de quelque manière? En fait, comme je disais avant, les étoiles se sont alignées, mais on ne sait jamais de quelque manière avant de se lancer. Alistair, on commence à... Oh non, les femmes d'abord. Le seul souci que j'avais avant de commencer, c'était un peu de perdre le contact, la peur de perdre contact avec l'organisation qu'on soutient, de travailler à travers la Swiss Philanthropy Foundation. Ça voulait dire que ce n'était pas moi qui communiquais directement avec l'organisation sur le terrain, d'apprendre comment ils se géraient, comment leurs défis, les défis des filles sur le terrain. Alors j'avais peur de ça, de ne pas être la personne qui communique directement. Mais en même temps, je travaillais seule, comme je disais, et ça, ce n'était pas toujours très joyeuse, on va dire. C'est isolant de gérer une fondation complètement seule. Heureusement, il y a d'autres comme nous. Avec Giving Women à Genève, par exemple, on a l'occasion de rencontrer plein de monde qui fait la même chose. Mais l'opportunité de travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre, ça, c'était génial. Donc, c'était pour le mieux. Moi, ma seule question, c'était... je me suis posé la question au début, on reçoit des documents, ça allait très bien, et c'est toujours dans les faits et dans la pratique qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je me suis posé des questions sur est-ce que le due diligence était ce qu'il fallait, est-ce que la qualité était là.
Parce que quand on est, comme je dis, néophyte, on ne sait pas, on ne se connaissait pas beaucoup. On a eu quelques réunions, mais c'est comme je dis, c'est dans les faits, dans la pratique qu'on voit. Et franchement, j'étais très, très content de la qualité du due diligence. Et je peux pas... c'est quelque chose qui est tellement important parce qu'on peut gaspiller l'argent. Je regarde ça un peu, vous pouvez penser que j'ai pas de cœur, mais parfois je réfléchis un peu comme un investissement. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que c'est un mauvais investissement? Et malheureusement, dans la philanthropie, il y a beaucoup de mauvais investissements. Et la qualité où je me suis posé la question, c'était sur cette qualité de due diligence. J'étais très, très, très content de ce côté-là, de l'apport de Swiss Philanthropy. Et ça a permis d'assurer que dès le départ, j'ai le sentiment que l'investissement est un bon investissement. Et comment, de quelque manière, mettre ensemble, à un moment donné, on a mentionné l'idée, vous êtes des donateurs différents, chacun avec sa vision aussi, pas seulement de la philanthropie, mais du type de projet que vous souhaitez soutenir. Comment mettre ces différentes visions, approches aussi ensemble et trouver un terrain d'entente commun afin que aussi il y a le maximum de bénéfices aussi pour le partenaire en face de vous, de quelque manière. Il faut l'écouter. Vous écoutez entre vous et... Oui, parce que, comme j'ai dit, Tamar, elle posait des questions très intéressantes et très intelligentes, et je me suis dit, tiens, ok, bon, il faut que j'écoute, il faut que je regarde, il faut que j'observe, parce que c'est en observant, en écoutant que j'apprends. Et donc, j'avais la chance de pouvoir travailler avec Tamar. C'était vraiment une chance, et je la remercie. Est-ce que si aujourd'hui vous avez, on ne sait jamais dans la salle, il y a on va dire de nouveaux donateurs, de néophytes, vous disiez avant aussi, qui ont envie de se lancer, de commencer, est-ce que vous avez des messages à faire passer, selon votre expérience aussi, de conseils à donner, mais quel serait un peu votre message aussi sur la base de l'expérience que vous avez en quelque manière maturée ces dernières 3-4 ans? Comme j'ai dit au début, je voulais tout faire moi-même. C'était mon travail à plein temps et je me jugeais, en quelque sorte. Je ne pouvais pas laisser un autre le faire pour moi. Donc, je connaissais d'autres fondations de famille qui préfèrent travailler à travers quelque chose comme la Swiss Philanthropy Foundation. Mais moi, je me suis dit, non, je vais faire moi-même. Mais c'est beaucoup de travail et de le faire bien, c'est peut-être trop pour une personne en travaillant seule. Mais on peut faire un mélange. Alors, c'est ça que j'ai appris, que c'était une bonne chose finalement d'avoir cette opportunité de travailler avec vous. C'est le seul projet que je gère avec vous et avec d'autres. Donc, de faire les deux, ça marche aussi. On peut essayer d'apprendre à gérer une fondation seule. Mais il y a des moments où c'est plus logique de travailler ensemble avec d'autres donateurs et avec une fondation comme vous, parce que vous avez vraiment l'expérience. Vous savez gérer des choses. Moi, je peux apprendre de vous. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'en fait, depuis que j'ai lancé la fondation, il y a 1 an, j'ai commencé un autre travail à plein temps. Donc maintenant, j'ai 2 travails à plein temps et je n'ai pas assez d'heures dans la journée. Et donc, je dois même plus... je dépends beaucoup plus sur vous de gérer le projet qu'avant. Donc, ça s'est vraiment bien tombé. Pour moi, c'est une question d'entourage. Il faut trouver des gens qui ont de l'expérience, qui ont un track record, qui savent ce qu'ils font. Et quand j'ai rencontré les gens de Swiss Philanthropy, j'ai senti que voilà, ils ont un certain nombre de fonds, ils ont un certain volume de donations, ils ont un certain nombre d'années d'expérience. L'équipe est très jeune, ce que je trouve très positif, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme qu'on n'a pas toujours chez les plus âgés comme moi. Et quand on trouve des gens qui sont bons et qui savent ce qu'ils font, c'est un très bon départ. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dernières 2 minutes. Oui, il y a une question là, monsieur. Je ne vois pas le micro. Est-ce que vous pouvez vous lever d'avance? Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.
seriez-vous intéressé pour aller voir sur place, sur le terrain, le projet? Je sais que Absolument, je voulais vraiment faire cela. Et il y avait l'opportunité l'année dernière et malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'ai commencé cet autre travail. Mais c'était un autre avantage que de travailler avec vous, c'est qu'ils avaient organisé quelque chose que moi, encore une fois, seule, je n'aurais pas pu faire, ou difficilement. Et ouais, je n'étais pas contente de ne pas pouvoir le faire, mais peut-être un jour. Une chose qui est fabuleuse avec ce projet, c'est que on a des réunions Zoom avec l'équipe sur place. Et on rencontre de cette manière les femmes qui sont responsables de ce projet, qui sont très talentueuses. On est toujours invité, donc la porte est ouverte, mais cette capacité à les rencontrer, au moins avec Zoom, qui était la seule possibilité pendant le Covid, c'est quand même fantastique. Et si je peux ajouter, parce qu'on avait parlé de ça à un moment donné pendant la présentation, que vous parlez de cette peer-to-peer learning, c'est vraiment cette opportunité d'être à l'écoute, pas seulement entre nous, mais vraiment aussi de l'organisation, ça crée vraiment des liens très forts aussi dans ce contexte. Tout à fait, et puis on est conforté que les personnes qui sont responsables de ce projet sont d'un talent incroyable. Super. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup, je crois que le temps est écoulé. Merci infiniment. Voilà, un grand merci à Tamar, Alistair et Mara pour cet éclairage sur faire à plusieurs, cofinancer ensemble des projets. Tonight, we wish to show you solutions implemented also by other philanthropic actors. There are 13,000 foundations in Switzerland, representing 140 billion in assets and distributing over nearly 2 billion a year. These foundations are exploring and deploying solutions. We will now hear a dialogue between two of them that made different choices to face the current crisis. We will welcome on stage Linda Manson and Andrew Holland. Linda Manson is the former Director General of the MAVA Foundation and currently founder and leadership coach at Leaderly. The MAVA Foundation, the founders of the MAVA Foundation had decided since the beginning to spend down its entire capital in 28 years. The foundation closed in 2022. So it was really the intention to act here and now with that capital, supporting projects, and not to transmit it to the next generation. I would like to precise that Linda has kindly accepted to substitute Pascal Fondemont last minute because she had to cancel against her will. Andrew Holland is the CEO of Stiftung Mercator Schweiz, Foundation Mercator Switzerland, a leading foundation in Zurich, for whom innovation is the key. The foundation is dedicated to develop, put to the test, and spread ideas on how to solve current challenges in collaboration with other stakeholders. Please, Linda and Andrew, welcome on stage. So, hello everybody, and hello Linda. We met before outside, so we're ready. Now, as was just mentioned, this is a very typical or very special foundation within the philanthropic landscape. It was founded, and to be precise, after 3 years, they decided to spend it down or to stop 15 years later. Now, that is quite unique. And I think it would be worth hearing more about what kind of philanthropic vision was behind it, what led to the decision, what did you do to create impact within a limited time, which is unlike to most foundations which go on for more or less ever, and what your experiences were with this. Okay, we have 15 minutes, and that's just the first question. So the decision was made about 15 years prior to our actual closure.
that we would close. So everyone knew when I took the job, from day one, I knew that we would be closing the foundation. It wasn't a secret, but we weren't really doing anything about planning for the closure. We were actually behaving as if we were going to exist forever. The founder made the decision to close because he didn't want to create a permanent institution that required his heirs to continue on doing what he wanted to do. He wanted to have impact in his lifetime and then stop, and then liberate his heirs to follow their own philanthropic passions. The family could have overturned that decision and decided something different, but they confirmed the decision and decided they wanted to go their separate ways rather than continuing to do philanthropy together. About 7 or 8 years before our closure, we decided it was time to start taking it seriously and making concrete plans. The moment we made that decision, everything changed. We didn't have this feeling that, oh, well, you know, if they didn't quite achieve their objectives this time, we'll do another round of funding. The whole feeling shifted to one of focus and urgency. Urgency to have impact in the time that we had left. And we started that conversation by talking with the board, with the family, about, okay, what's gonna make us happy on the last day? We turn off the lights, we're walking out the door. What do we want to have happened? Which was a fantastic way to start that conversation, because it really guided everything that came afterwards. And the decision was, of course, we want to have big impact in a few areas. So we could have proceeded with doing hundreds of different projects, accomplishing different things, and then trying to assemble them into something that made sense. But we decided we wanted to define a few big things to accomplish by the time we closed. And we wanted to create something that was sustainable, that would carry on without us. And we wanted to create communities of actors that were working together and would continue working together when we weren't there anymore. So we had the long term in mind in how we wanted to run that last phase that we were in. So we developed a strategy that was all around identifying what those big things were that we wanted to accomplish, convening together the actors in those areas and asking them to build the strategy together. And then they owned that strategy and we funded the whole strategy. Now that got us out of this project, that project, and this project, which we hope adds up to this, and got back to a coalition of people coming together with transparency on what we're aiming for, what everyone's individual part in that was, transparency on the budget, and then joint accountability for delivering against that strategy. And that was really powerful. And I'm happy to say that out of these 24 coalitions that we created, about 21 of them are still continuing to work together because they found it so much more useful to work in this way than to go back to working in the old way. So the objective was to have these sustainable impacts. We also had an objective of doing it transparently and what I called elegantly, so that everyone was fully informed about what was coming along. And it required a lot of creative thinking. And we were fortunate enough to have the space, the openness, the resources to be able to go, okay, what might our partners need for their sustainability? And that enabled us to do it. So we really could just open our minds to whatever we thought might work and try it. And one of the things we did was invest very heavily in organizational strengthening. And we worked with individual organizations, essentially giving them whatever they needed to thrive when we weren't there anymore. Now, I know you do a lot in that area as well, but one of our really, really big lessons here was it is so worth making that investment. Even if you're not closing, investing in the capacity and skills and sustainability of the partners really pays off.
none of our partners wound up closing because we weren't funding them anymore. And we started this process with super high levels of dependence on our funding. And I think it is due to that big investment in the organizational development. I'm going to end soon. We also tried to build the field. We tried to build the ecosystem around them. We tried to develop the sustainable finance mechanisms that would help them reduce dependence on philanthropy and find other ways of bringing money in the door. So we were really able to apply creativity to bring about these solutions. At the very end, when we reflected on our big lessons, there are 2 big lessons I just want to highlight. One of them I said, which is the investment in the capacity of the partners pays off whether you're closing or not, and anyone who is in philanthropy should be doing that for their partners. And number 2 is about risk. And I think that links very closely to the topic of this conference, the innovation. And that is, we thought we were taking quite a bit of risk. We thought we were doing a lot. But, you know, in the end, almost everything was successful in some way. And honestly, if everything's working, you're not taking enough risk. You know, if all the indicators are green, you're really not trying hard enough. So I think that even though we thought we were doing things that were risky, we probably weren't doing enough. And if you think you're doing things that are risky, you're probably not doing enough either. So we can push the envelope further. And if you want to be innovative, you have to be prepared to accept that risk and have to be prepared and even want that a certain percentage of what you fund is not going to work. And to me, that's in some funny way a sign of success, that you're pushing the envelope and not just investing in things that we know are already working. Thank you very much. What would interest me, I mean, my background is from the arts, and one has that cliche, which I completely don't agree with: a hungry artist is a good artist. It's completely not true, but that's the kind of saying you hear again and again. I completely fight against it. But taking this to this situation, you were extremely creative. You did risks, you did brilliant solutions, but you had a dead timeline. How can you do this when you have eternity in front of you? Is it possible to maintain the energy, keep up a foundation? And if so, what would be like 3 or 4 takeaways you could give us for those who aren't down spending, but think, wow, let's be like Mava? Okay, a lot of what we did, I think, could apply to anybody, whether you're spending down or not. And if you are continuing, I think you can still have that urgency and focus on what can be done in the short period. Now, I mean, I kind of cringe as I say this, because so much of the work we invest in is long-term. It takes a long time, and it is a big mistake for a funder to come in and go, you have to do this within 3 years, because, you know, you have to, even though that's not in line at all with the reality of what happens on the ground. So while I hesitate to say it, you really can focus on the urgency of what has to be done by a certain deadline and put your energies into liberating the partners to be able to do that. So we had some individual discussions with different partners about, okay, what do you need to thrive beyond the organizational development investments? It was sort of an exit discussion. And this is something anybody can do. Okay, what do we need to help you do to not rely on our funding anymore? And that people had all kinds of different requests, and we funded everything that was reasonable. And sometimes the requests, you kind of like, someone came in and said, like, we need a boat. And I was, you know, what? You know, that doesn't sound really, I kind of scoffed at that. But once you dug into it, they needed a boat because their boat was rickety and the staff could not travel to the island where the birds were that they were working on and couldn't get their jobs done, and it cut into the income that they could raise and impacted on their sustainability. You know, there was a story and it made sense. So we bought them a boat. So although that's not what I said, now I wouldn't sit down and go, I want to buy people boats. If that's what they need, do it. We listen to the partners, we validate it, we put it through a sense check, but I would say one of the key lessons is listen to what the partners need and be completely flexible in supporting their needs rather than what you think they probably need. So I've talked a lot, and I know, Andrew, you're with a foundation that is focused on innovation. Tell us more about your experiences and how you go about doing that for a longer-term foundation.
Well, thank you very much. You've said quite a few things. I might copy one or two because it was so brilliant with different words. But basically, I would like to start with innovation is a very tricky word. It's tricky for two sides. On the one side, it's sexy, it's cool, it's great, and we all want to be innovative. On the other side, l'innovation pour l'innovation, or just innovation, won't save the world. We need to scale up good ideas. We have to consolidate. We have to have sustainability. So we don't just need innovation. We need a balance, a good mix between innovation, stabilization, development, and so on. And my postulate would be here, as a lot of philanthropists are here, let's try and do that together. Some foundations are in innovation, some are more in scaling up. If we know early enough who's doing what, we could line up forces and do a better job together on the whole ecosystem. The second thing you mentioned about what is innovation, I mean, it's such an inflationary word, but basically it's just risk-taking. And the story I can share, I think, is a very nice story because it was, for me, very, very, very learningful. I was just a new CEO going to a very high-profile board. I presented our foundation, very proud, as CEO should be. We're great, we're innovative, we're impact-orientated and all that. And then somebody raised up a finger and said, and what about your success rate? And again, I was very, very proud. I asked my team in forehand, they said 85, 90% of the projects are a success. So I was really literally standing there feeling, wow, 90%. And that guy just put up his finger again and said, but Mr. Holland, how can you be innovative if 90% are a success? And that was a real game changer for me and for us as a foundation. I went back home, started speaking with venture capitalists, impact investors, and we noticed real innovation. You can be lucky, but basically you have 10 projects. One is success, the others fail. But the one that succeeds is so brilliant, so important, it's worth taking the risk. So if there's a second point I can say here, really be risk-taking, be brave, because we as foundations are tax attempt to do that what others don't do. Government can't be that innovative, they have to be elected. Economy has to earn money, they've got shareholders. We are the only actors in the system, foundations, philanthrops, and so on, who can really be risk-taking. And society and environment needs risks. We don't have the solution we need at the moment, we have to look for it, so let's take risks. Now coming, oh, thank you. Now coming to us, not astonishing, but a lot of things Linda said, we use too when coming to innovation. I think very important for us is first we go into the ecosystem of a topic and we listen. We have 100 interviews, cross-sectoral, we have government, administration, economy, we have NGOs, activists, artists, and we listen what they say, where's their kind of a niche, where there's a need, and what they think could be the role of a foundation. Then we learn and define where we think we can be USP. That can be on innovation, it can be on scaling up, it can be on supporting advocacy, on community building. There's a whole variety, and all of it helps developing topics and ecosystems. To break it down maybe on three small things, we have small tests. Our vision was either big support or very small things. So a small thing is we ask for ideas. You have an idea? Send us a 2-pager or 1-pager. If it's good, we give you money. Just get going, starting. Innovation is about doing. We spend too much on thinking, reflecting, waiting for 100% evidence. We have to get going. So we have ideas we support. We have ideation processes where we work with design thinking tools and so on. We use Kickstarter programs, accelerators, incubators. We really go to where innovation happens, and unfortunately or fortunately, that is in economy, in innovation economy. So we look what helps there, what works there. Probably also works in our sector. So we work with impact hubs and similar programs. Then, if we go a bit further out of that, we realize that having a 5-year strategy with whatever 50 goals is just not the way to do it today. Times are so fast changing. They're not at all continuous, they're ambivalent, ambiguous, and so on, volatile. So what we decided to do is we just have kind of orientation guidelines. We have what we call an iterative strategic model where we have like guidelines, and the whole process where we constantly
work on our strategy. We test things, we learn, we adapt. Test, learn, adapt, depending on what is needed out there. Because if we want to be innovative, you have a 5-year plan, forget innovation. It's impossible. You have Corona, you have the Ukraine, and so on. You have no idea what comes. So we have to be really fast and really forehand when it comes to our strategy. Not on project level, that's usually too late. We have to, on the strategic level, be very open. To do so, we have created a post with strategic foresight. We work a lot on foresight so we can anticipate. We work a lot on the mindset within the team that every topic is like alert. Oh, this could be interesting, this not. And to create a kind of testing safe space, we have what we call an experimentary laboratory, where we can support projects which aren't within our theory of change. For example, we had data as a topic, and suddenly these facial recognition issues came up at the stations. So we gathered 15 cities together, cantons and the federal office, and we did a small project, and they tested it. And then St. Gallen changed the law for the station, which we were very happy about. So we test things. And the last thing we do on a strategic level, we bring together actors cross-sectoral to develop strategies. Say if we have a democracy, we think there's a weakness. We gather 80, 100 people from politics, administration, economy, NGOs, artists, media, and so on, and we start at the analysis of the problem. We don't find the solution, because that blocks it. We really go back and say, what is the problem? What problem do we share as human beings, as you to me, without title, without function? Because I work for the Federal Office of Culture. I know what titles mean. You come and, this. So that is really not that maximal creative. So how do you get out of that and you have real encounters and you really get into problem solving? We do that in different issues, develop strategy, develop projects. We support them. We do the office. We're often very much in the background. Others work. All this, we believe very much, is about keeping the motor going, the engine up. Times are so fast changing and foundations often stagnate. There's no market. There's no stakeholders or shareholders. So what can we do to really be as front as possible to deal with what's coming today? And that is what we try and do. Try our best to be as far forward to the best and create the most impact we can do in our role as foundation. And to do this, very important, because this all sounds very big, and I like to dime it down a bit, a key word we use is ambition. Be very humble with what you do. It's not about you, it's about the project, but thrive with the utmost ambition to make a difference. That's what we try and do. I think my 8 minutes are over too, looking at the time. I think that's a beautiful way to end. Let's be ambitious. Thank you. Thank you very much, Linda and Andrew, for showcasing what your foundation do and for this impactful conversation. We said challenges are global and they become more and more interconnected. Our whole ecosystem faces risks that have impact at a global scale. This is why we will welcome in this last panel 2 very engaged philanthropic actors who made the choice to intervene at the systemic level. They are trying to implement innovative actions to reform the system in order to reach a more sustainable ecosystem at global level with reduced risk for the humanity and the biosphere. I am pleased to welcome now Jo Swinson, Director at Partners for a New Economy, a collaborative initiative funded by 7 foundations and hosted by Swiss Philanthropy Foundation since 2015. Jo is as well a former minister of the United Kingdom government. And we will welcome Melissa Park, too, new director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, an organization that received the Nobel Prize of Peace in 2017, and that is beneficiary of a pooled fund hosted by Swiss Philanthropy Foundation. Melissa, in addition, is a former minister of the Australian government. This panel will be moderated by Etienne Eichenberger, chairman of the Swiss Philanthropy Foundation. Please come on stage.
Hi everyone, it's good to be here. Thank you for all your attentions, and I look forward to that last panel. I'm very privileged to lead that conversations. I've been knowing Joe for a few years working on partners, and Melissa, you joined more recently, and overtook from Beatrice the fantastic endeavor of ICANN. So I won't present you in more details, but I think in substance everyone can also get on LinkedIn to know more about those outstanding leaders, and Sabrina has do very kind introductions. System change philanthropy is a bit abstract, but I think thanks to you, we have two outstanding examples of what it can be to work on the systems with limited means, but great creativity. So our topic today is to find inspiring solutions. So Melissa, can you tell us what is the inspiring solutions ICANN is working on, and the systemic challenge you're looking at? Thank you, Etienne. Bonsoir à tout le monde. Thank you to the Swiss Philanthropy Foundation for hosting this wonderful event, and thank you to you all for coming, your interest. Nuclear weapons are the only devices ever created that have the capacity to destroy all complex life on Earth. And that's why some years ago ICANN started a campaign to have these weapons of mass destruction banned under international law, in much the same way that other weapons, inhumane weapons of mass destruction, had been banned, including chemical and biological weapons, landmines and cluster munitions. And the idea is that you ban these weapons and then they become legally and morally unacceptable to use. For decades, the narrative around nuclear weapons was controlled primarily by those who have them. And their message has been nuclear weapons provide stability and security. And ICANN change this narrative by focusing the conversation on what would happen if, and more likely when, a nuclear weapon is used. And it did this by highlighting the incontrovertible evidence from nuclear weapons use in Japan and more than 2,000 nuclear weapons tests all over the world. Evidence that shows that nuclear weapons cause indiscriminate, catastrophic harm to humans and the environment. And they cause that harm not only instantly, but also over long periods of time, across generations, and also over vast distances, including in regions far distant from the site of the detonations. And science has now established that even a limited nuclear war involving a fraction of the global nuclear arsenal would not only kill 120 million people outright, but it would also cause global climate disruption, leading to agricultural collapse and the death by starvation of billions of people in a nuclear winter. So nuclear weapons are a collective security issue for all of humanity. And highlighting the real-world impacts of nuclear weapons so that we're taking the conversation away from the theory that these things keep us safe to the reality of what the horror that humanity would face if a weapon is used. Then we have informed and empowered a broad range of stakeholders from around the world, including obviously civil society, also academics and scientists, communities impacted by nuclear weapons use and testing, cities, financial institutions, and of course countries that don't have nuclear weapons, do not want nuclear weapons, but nevertheless will suffer harm from any use of nuclear weapons. And so we inspired them to stand up and demand a policy shift. That led to the new UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons being adopted at the UN General Assembly in 2017 by 122 countries. And as you mentioned, then later that year, ICANN received the Nobel Peace Prize for its work in helping to make that happen. I just want to say one more thing about the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons is
It's providing a pathway for the elimination of nuclear weapons, but it's also the only bright, shining light in an increasingly dark and menacing world. But just to be clear, you're working on a treaty. Isn't it the role of the states? Why do you need a coalitions, and what's the role of philanthropy in building that solutions? Remind us, why is it needed to build the coalitions the way ICANN has been developed? Well, if states are not going to step up to abolishing nuclear weapons, particularly in nuclear-armed states are not taking their responsibilities and legal obligations seriously, under the Non-Proliferation Treaty, they're required to disarm. They have not been disarming, in fact, quite the reverse. It was then left up to those countries that don't have nuclear weapons, together with civil society, to push the boundary and say, no, this is not acceptable for 9 nuclear-armed states to hold the rest of the world hostage. And can you be funded by state money, or do philanthropy money be? Yes, in fact, ICANN began with money from Norway, and Norway was a very strong supporter of nuclear disarmament, at least until its government changed, and then, and then when the government changed, they stopped that money completely, and we haven't had any more money from Norway. We do receive some very small amounts from other states that are supportive, very small, and so that's certainly not enough to sustain our operations. So it's really been the wonderful donors, including the City of Geneva, Canton as well, that have helped us, but the Swiss Philanthropy Fund contributes a large amount towards our work. Through a group of private donors funding it. Yes. But just go one step further, and then I'll go to you, Joe. Remind us, states are rearming now. We're talking 20 million people that could die. How many people at ICANN? Remind us the size of the staff and the size of the budget, that we get the scale of things. ICANN, it's a small team, actually. It's 10 people here in Geneva, and in fact, when I arrived from Australia 6 months ago, the whole team came to the airport to meet me with flowers. Yeah. And they're a relatively young team, but very... And same this morning, as you flew from Australia this morning, so I guess... But they are so dedicated, so smart, relatively young team. I'm the second oldest there. And I describe it as low ego, high impact. Yeah. Yeah. That's how they operate. And our budget is 3 million Swiss francs a year. And we really hoping we can increase that so that our impact is greater and we can get rid of those nukes even sooner. Yeah, it looks like to me, to the definition of Andrew, that looks like a safe investment, even for us in a way. So it can be selfish, not enlightened self-interest. Thank you. Joe, you're somehow in a different setup because you're not leading coalitions, but you also work on system change. Can you let us know, as you coordinate the initiative and the funding of numerous family foundations and foundations, what is Partners for New Economy, and what is the inspiring solution you're working on? So Partners for a New Economy, the clue is in the name. We're focused on the economy, the economic system. And if you see the slide that was up earlier about the risks that are being faced in the next 2 years and the next 10 years, in the next 10 years, fully half of those top risks are ecological environmental risks, and that's a trend which is only going to increase. And that's what brought the foundations together back in 2015 to form Partners for a New Economy, was the concern about the ecological destruction that is being wrought by our economic system. And, just as one of the best and simplest examples of that, if you go outside on this beautiful spring day and you look at a tree, the value of that tree in our economic system is realized when that tree is cut down and turned into paper or some other wood product. And yet, intrinsically, we all know
that the value of that tree is so much more, and the science can tell us what's happening with the carbon removal from the atmosphere, on all of the different services, the air that we breathe in that is created, the oxygen from that photosynthesis. We know the value of that tree is very significant, and yet our economic system does not value it in that way. We know that the companies that power our economy are judged on their quarterly reporting, not on the decisions that they are making and the impacts of those on our children and grandchildren and the extreme weather events that they will be facing. And we know that when these extreme weather events happen and there are these natural disasters and there has to be a cleanup operation, that increases the value of GDP. And so that actually looks like that's been a good thing for the economy in a very perverse setup. So the way our economy is working does not fit for the ecological crises that we face. And one of the ideas that we fund that perhaps sums it up best, and I have a slide to demonstrate it because it's quite a visual concept. And if anyone's hungry at this point in the evening, this point in the event, it's called donut economics. So this is the donut as popularized by Kate Raworth in her best-selling book in 2017. And there is a green donut you can see there. There is an inner ring of the donut, and that refers to the social foundation. Nobody should fall below that floor of the donut. And there's a range of indicators, but that's things like sufficient income, clean water, access to food and housing, the basic essentials of life, which you will find set out, for example, in the Sustainable Development Goals. Nobody should be left in the hole of the donut. And the outer ring of the donut, that outer green ring, are the planetary boundaries. And those have been created by Johan Rockström, a well-awarded, decorated Earth scientist, and his team. And they have identified 9 different planetary boundaries, and work is still ongoing in quantifying all of them. But as you can see, the red is flashing, and climate change is not even the worst of those planetary boundaries that is being exceeded. And so for all of the focus, the right and sensible focus that we have on climate change, there is a message here that the ecological catastrophes that we face are not only about climate change. If you like, climate is a symptom of what is going wrong with our planet and what we are doing to it. And so donut economics is very simple, right? It is that the aim of an economy should be landing in that middle green bit of the donut. Meet everybody's needs within the boundaries of what the planet can sustain. And it's such a simple idea that you kind of think, surely that's what already happens. But except that isn't what already happens. And that's what we at Partners for a New Economy are trying to bring about through funding the Donut Economics Action Lab and other organizations in that vein that are trying to bring about these solutions with increasing success, though the task is big. Do you feel, and time is flying and much faster when you prepare the conversations, but if you can respond to both questions, do you feel for Partners now a momentum in the situations? It's probably a positive way to put the situation we are in. And what would be the main obstacles to go in the directions of the ambitions you have as director of Partners? So, yes, there is definitely momentum. I think one of the reasons for that is that there is an increasing understanding of the risk. The science is very clear, and actuaries and insurers and central bankers and people who look at these things are understanding this. And in fact, some of the work that we have been funding, things like organizations working with central banks, has helped to create some of that momentum that you see with the Network for Greening the Financial System, changes in how central banks hold assets and their collateral frameworks and such like. So some real tangible outcomes, some real momentum that is there because of that reality. And then the other reality is a political one, which is that people know the economy isn't working for them, mostly. And we see that in the Gilets jaunes, we see it in Trump, we see it in Brexit, we see it in tractor protests. Different countries, it comes out in slightly different ways. And that is being capitalized on
by elements of the far right. You see increasing polarization. I mean, none of this is a good story. But there is hope if we can actually change the economics so that it's positive for people. And so you've got a group of governments that have formed the Wellbeing Economy Governments Initiative that are trying to find a way together of doing economics differently. Many small countries, Scotland, New Zealand, Iceland, Finland, Wales, but also Canada recently joined. So again, momentum growing there. But in terms of obstacles, I would just name two main obstacles. Quickly. Quickly. One is imagination, because it seems sometimes that our system is so deeply ingrained that it is almost impossible to imagine things being different, to imagine business mainly being run for purpose rather than profit, to imagine a financial system that's serving the real economy and leading to equal outcomes. But as Nelson Mandela said, it always seems impossible until it's done. And linked to that, and I was inspired actually by this mountain on the backdrop here, that general scale is quite daunting. So, I mean, for many of the foundations that we engage with at lots of events, they sort of go, I mean, changing the whole economy, that's a bit of a big challenge. Like, where do I start? And the good news is, and why the collaboration is so helpful, is that, you know, if you were going to, you know, climb a mountain, you can do it on your own. Some hardy people do, but you'd probably find it easier if you went with a group of friends. You packed plenty of snacks, especially if you're taking children, and you just, you know, set up a base camp maybe partway if it's a really big mountain. You identified your route, you know, and you did that in a team spirit. And that's what we're trying to help chart those paths. What are the different ways to attack this problem through different central banking, through the financial sector, through what business can do differently, what needs to be done in terms of narrative change, what are the policy changes that need to be worked on with different institutions, and do that with foundations working together. And we're seeing success, so we can climb the mountain together. I'm the next speakers. I can take 2 minutes of my time to make sure we dedicate some time with you, Melissa, if I might ask the organizer. Is there a momentum? I mean, we're in the middle. I mean, what is your momentum? Let's phrase it that way. And what is your biggest challenge to move it forwards? Well, we have around half the countries of the world have signed up to this treaty on the prohibition of nuclear weapons. That is more than twice the number of countries that have ever supported the use of nuclear weapons. And we're expecting large countries like Brazil and Indonesia to ratify the treaty this year. So we definitely have the momentum, and we want to keep that going. And I think that the challenge is raising public awareness so that it's putting pressure on more governments to join the treaty. We also obviously have the fact that nuclear-armed states and their allies rely on this theory of nuclear deterrence, and that's kind of it's got a hold on the imagination of these countries, and it's a myth that we're busting. Deterrence is essentially making your nuclear weapons so scary that the other side will be afraid to attack you. It's a theory based on the assumption of 100% rationality and predictability by all actors, including one's enemies, 100% of the time. It assumes that each side has accurate information about their opponent's intentions. Those are pretty bold assumptions. And deterrence only has to fail once for the world to die. And of course, there are many things that can't be deterred, like accidents and miscalculations and unhinged leaders and terrorist groups and cyber attacks and simple mistakes. And there have been many nuclear near misses over the decades. So getting rid of nuclear weapons is really good risk management. And in the past, we've seen leaders being able to come together and agree to significantly reduce numbers of nuclear weapons and to increase the safety around nuclear weapons. We need to do that again at this time of very high risk. But this time we need to go further and get rid of them altogether. In
I think one of the issues, or another challenge that we're having to overcome is that the debate around nuclear weapons is mainly being confined to the security sphere. And it's like only those experts on nuclear weapons get to talk about nuclear weapons. But nuclear weapons, given that they can destroy everything and everyone we love, it means that we all have a stake in this debate. We all have the right to talk about this issue. Nuclear weapons are not separate from other global issues. They are deeply interconnected with the environment, with health, with human rights, with food security and development. In fact, I had a meeting just on Friday with Dr. Tedros, the head of the World Health Organization, who's promised to make it a priority to talk about the need to eliminate nuclear weapons as a public health priority, because there can be no emergency or health response to a nuclear detonation. The only possible response is prevention, which means elimination. How close are we to see a treaty in the next years or so? Well, we have the treaty. Yeah, but implemented and in a way... The parties to the treaty are already implementing it, doing a lot of work on setting up the mechanism for disarmament verification, victim assistance and environmental remediation for all of those survivors and communities affected by nuclear weapons use and testing, and universalising the treaty and ensuring complementarity with other treaties in the nuclear disarmament architecture. So work is happening. It's very exciting. We have the momentum, but what we need is to get more countries to sign up. And I think we've got 700 partner organisations that we work with around the world. So we have a lot of grassroots work going on in different countries, and we work with our partner organisations, and that's how we multiply exponentially our impact. And the support of philanthropy. We started the conversations with the minister, Madame Fontanet, in Geneva, who was stating the importance and the role of collaborations between philanthropy and governments. You both came of prominent governments. Can I have a more personal question, just to close quickly? I'm taking my last joker in terms of time-wise. What made you move in going to civil society, take that challenge? It's very inspiring, so I think if we have the chance to have both of you, can you share us what made you make the move to go to leader coalitions, to move into collaborative in philanthropy? When I was a Member of Parliament, I worked very closely with ICANN Australia and was very aware of all the good work they were doing. I've long admired ICANN because, within 10 years of it starting, it had won the Nobel Peace Prize. It's an incredible achievement for a small organisation. As for my background, I'd worked, prior to being elected to Parliament, I'd worked for the United Nations as a lawyer in places like Kosovo, Gaza, Lebanon, Yemen, and I saw firsthand the impact of war on innocent women, men and children. As a parliamentarian and as a minister, I was deeply inspired by the example of a former Australian MP and minister, Tom Uren, who had been a prisoner of war in Japan outside Nagasaki and witnessed the US atomic bombing of Nagasaki. And he came home from the war and dedicated the rest of his life, including when he was a minister, to campaigning for peace and nuclear disarmament. And he said the struggle against nuclear weapons is the most important struggle for the human race. And I believe, as someone who's been fighting injustice my whole life, that there's no greater injustice against humanity and the planet than nuclear weapons. All they can do is destroy. And while every species will be harmed in a nuclear war, only one species can stop it. And so what Oppenheimer started, we have the opportunity to end. And I hope that all of you will join us in doing that. Thank you, Melissa. 30 seconds.
It was similarly a sense of mission. 15 years ago in Parliament, I set up a group, a cross-party group on wellbeing economics. But the ability to make progress on this in the political system as it is challenging with the current political climate. And politicians face a lot of constraints in terms of how radical your ideas can be. And I think one of the exciting things for me in philanthropy, and it was, as Andrew was saying earlier, philanthropy has this position where it can push the frontiers of what's possible. It can be out there challenging and taking risks. And my goodness, the world needs philanthropy to be doing this. So I'm delighted to have that chance. Thank you. Thank you. If you want to take the seat, I just make a closing remarks. Vous m'excusez, on aura pris quelques minutes de retard, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance non seulement d'avoir tenu le temps avant, mais en plus d'avoir des gens de cette qualité. Cette question personnelle, à la fin, me permet en fait de faire la suite que je voulais donner, que nous voulions donner à ce mot de la conclusion. C'est qu'au fond, l'engagement dans la philanthropie est souvent et toujours au départ une réflexion personnelle. La philanthropie est un choix, celui de donner ou de ne pas donner, celui de s'engager, celui de soutenir ou ne pas soutenir. Et en ce sens, vos choix, comme les témoignages qu'on a eus, sont de belles manières de voir comment est-ce qu'on peut s'engager aujourd'hui. Je crois que dans l'engagement aujourd'hui en tant que citoyen, dans ce monde en rupture, on est évidemment dans les sociétés dans lesquelles nous sommes challengés et notre engagement et notre rôle doit se redessiner. Et je crois qu'il y a vraiment 3 dimensions qui sont importantes. La première, c'est évidemment de payer l'impôt en tant que citoyen. Je crois que c'est une chance qu'on a aussi, mais c'est un rôle qu'on a. On peut faire beaucoup de philanthropie, mais au fond, ce qu'on veut, c'est renforcer le service public, c'est permettre à chacun, au fond, de bénéficier d'infrastructures et de services. Et donc, c'est évidemment une dimension importante. Ensuite, de voter, c'est une chance qu'on a aussi de choisir les gens qui nous représentent. Et c'est quelque chose dont on doit profiter. Et la 3e dimension, c'est évidemment l'engagement. L'engagement en termes de temps, mais aussi l'engagement sous forme de philanthropie qui reste chaque fois un choix. Je vous épargnerai un petit peu les statistiques que je m'étais imaginées par défi de gagner un petit peu de temps. Donc face aux défis qu'on a vus, je crois que nous croyons que la philanthropie a un rôle important à jouer. J'aimerais finir avec 3 réflexions, notre réunion ce soir. La première, c'est la valeur de l'argent. Pour parler de la valeur de l'argent, j'aimerais en fait vous solliciter avec vos téléphones portables et peut-être demander en régie de projeter ce Menti. En fait, l'idée, c'est normalement on doit toujours éteindre son téléphone portable. Grâce à moi, vous avez l'occasion non seulement de l'allumer, mais de l'utiliser. Et au fond, la question est la suivante. C'est en fait de vous entendre, pour parler de la valeur de l'argent, de combien de jours, au fond pour estimer un tout petit peu, travailler avec l'intelligence collective, combien de jours les fondations pourraient-elles financer les dépenses publiques couvrant l'école obligatoire en Suisse? Alors, Madame Fontaine, je ne sais pas si vous avez le droit de répondre, parce que vous connaissez sûrement la réponse. Voilà, alors soit vous scannez, soit vous allez, et le but, c'est de choisir une des 4 options qui vous est offerte. Et donc, vous choisissez parmi les 4 options qui vont être offertes, soit en nombre de jours, soit en termes de semaines, soit en termes de mois. Je reconnais que j'ai plus les réponses sous les jours. Je connais la bonne réponse, mais... Et on s'est dit, mais peut-être qu'on peut projeter déjà... Vous arrivez à accéder... Attendez, est-ce que tout le monde a pu accéder tout le monde a pu accéder avant au code? Voilà, non? Alors, pour ceux qui n'ont pas accédé, je vous le redis, vous allez sur le site de menti.com, menti.com, et ensuite vous rentrez, si vous y êtes, le code et les autres. Voilà, c'est reprojeté, merci. Vous pouvez projeter ensuite le... Pardon? Ça marche? Ça marche. Alors, projetons les réponses. Merci, en régie, vous êtes... On a 133 réponses, c'est déjà pas mal. Bon, c'est marrant, hein, c'est pas toujours les réponses du milieu qui sont les bonnes. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire durer le plus longtemps. La bonne réponse, c'est 42 jours.
En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette dimension-là, c'est que souvent, au fond, on prête à la philanthropie un rôle extraordinaire dans la société. Et en fait, ça nous montre l'immense humilité qu'on doit avoir, que les moyens sont limités. Et au fond, la philanthropie, c'est bien moins d'argent qu'on croit. Et donc, d'où l'importance de bien l'utiliser. Au fond, cet argent a une grande valeur. Cet après-midi, je pense qu'on peut sortir de ce graphique, on peut aller sur l'image suivante. Sur l'image, je crois, mais on l'aura vu, hein, on est sur les extrêmes. Hein. Peut-être c'est l'image de notre société, mais la valeur de l'argent. Au fond, ce qu'on a essayé cet après-midi autour de ce thème de la valeur de l'argent, c'est d'une part, pour une fondation établie, de repenser, au fond, peut-être son fonctionnement. Repenser, on a entendu dans les témoignages, au fond, est-ce qu'il faut donner pour un temps limité, quand bien même la fondation a peut-être été créée pour un temps illimité. Explorer aussi la réflexion de l'utilisation du capital, au fond, dans le monde dans lequel on est, est-ce qu'au fond, le paradigme dans lequel on a toujours été, de penser qu'on conserve le capital, à l'image de la famille Hoffman avec la fondation Mava, est-ce qu'au fond, ou la même chose avec Pascal Vermont s'il était venu, est-ce qu'au fond, ce n'est pas des réflexions qui devraient nous habiter? Si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on aura toujours les résultats qu'on a toujours eus, disait Albert Einstein. Donc au fond, peut-être, pour les fondations établies, c'est une piste de réflexion. La deuxième, pour celui qui crée sa fondation de son vivant, la question qui se pose, au fond, pour moi, c'est celle de la réflexion autour de la transmission du patrimoine. Je crois que trop souvent, quand on pense à créer une fondation, on le fait de son vivant, donc ça a souvent une dimension familiale, on pense trop souvent, je trouve, à la transmission du patrimoine matériel et pas assez du patrimoine immatériel. Au fond, ce qu'on peut vraiment transmettre quand on crée une fondation de famille, c'est un réflexe, c'est une habitude, c'est une ouverture sur l'autre, mais c'est aussi un monde dans lequel il fera bon vivre. Et donc, au fond, la philanthropie a un rôle à jouer et la valeur de l'argent se prête peut-être à être donnée maintenant. Peut-être un clin d'œil sur SPF. Sabrina nous rappelait les montants. Aujourd'hui, 3 francs sur 4 qui ont été donnés à SPF ces 18 dernières années ont été engagés ces projets. Et je crois que c'est l'expression de la chance que nous avons de travailler avec des gens que je reconnais aussi dans l'audience et que je salue, de leur souhait, au fond, de donner ici et maintenant, et qu'au fond, la philanthropie soit moins un capital qu'on investit plutôt qu'un capital qu'on donne, pour qu'au fond, une réalité et un impact puissent se créer. Ça, c'était ma première piste de réflexion, notre première piste de réflexion. La deuxième, c'est celle de l'action nécessaire. On en a parlé aussi aujourd'hui. J'écoutais récemment Jacques Attali, auquel je me permets, en le citant, de voler cette métaphore. Jacques Attali disait qu'au fond, aujourd'hui, on est un peu dans un monde où il ne s'agit plus d'être optimiste ou pessimiste. Au fond, si on fait l'analogie avec un match de football, ceux qui sont optimistes ou pessimistes, c'est ceux qui regardent le match. Au fond, c'est quand on est supporter. Je suis devenu, grâce à mon fils, un grand fan, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en fait, c'est quand on regarde un match qu'on a cette vision. Mais quand on joue ce match, au fond, on connaît ses forces, on connaît ses alliés, on sait quelle place on a. Au fond, on est acteur. La question, ce n'est pas de savoir si on est optimiste ou pessimiste, c'est de connaître ses ressources. Et comme disait Jacques Attali, souvent, le match qu'on joue, c'est contre soi-même. Et l'ennemi, c'est au fond pas l'autre, c'est soi-même et notre propre limite. Donc je crois que la question qui peut se poser aujourd'hui sur l'action, c'est de savoir si au fond on veut être spectateur ou si on veut être acteur. C'est un choix qui nous appartient. Et la philanthropie, comme l'engagement plus large en termes de bénévolat, ou dans d'autres fonctions de société, comme on l'a vu, sont une manière d'être engagé, d'être acteur. Chez SPF, c'est vrai qu'on a Swiss Philanthropy Foundations, on a 339 donateurs qui soutiennent près de 500 associations. Donc on voit qu'il y a vraiment un écosystème qui nous-mêmes nous fascine dans le cadre de la Fondation et qui est une source de grande humilité de voir ce que chacun fait. La dernière piste de réflexion après l'action nécessaire, c'est l'importance de collaborer. On l'a entendu, vous le disiez, Madame Fontanet, de travailler main dans la main. Un des donateurs de la Fondation, que je salue aussi ce soir, me dit souvent « on se donne tellement de peine à gagner de l'argent ensemble, au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait le donner séparément ?» Et c'est vrai que c'est un petit peu un paradoxe de la philanthropie, puisqu'au fond, la philanthropie, c'est la chance que l'État nous donne, en tant que particulier, de contribuer au bien commun. Mais au fond, doit-on chaque fois le faire seul? Et j'ai bien aimé, Tamar, ce que vous disiez, c'est qu'au fond, peut-être qu'une partie de la réponse, c'est un panachage. En fait, la philanthropie, ça ne doit pas être noir ou blanc, ça peut être justement une approche collective pour certaines actions, où on développe un écosystème, où on apprend à travailler avec d'autres. Comme vous, à 20 ou 25 ans, on apprend à prendre des décisions ensemble dans l'intérêt général, à se décentrer, à laisser de placer à l'autre le jeune qu'on soutient, mais aussi à l'autre dans un board avec lequel on travaille. Et c'est probablement une expérience de la vie qui est importante. Mais cette intelligence collective, c'est probablement aussi la force de l'humain. Si on arrive, plutôt que d'avoir peur de l'intelligence artificielle, si on arrive plutôt à cultiver notre force, qui est celle d'apprendre à travailler ensemble, c'est ce qui nous rendra plus forts. J'espère que sur cette importance de collaborer, les témoignages vous auront rappelé qu'il n'y a pas de prosélytisme, on ne doit pas faire ensemble, on peut faire ensemble, mais faire ensemble, c'est probablement sur certains défis de société, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, une manière probablement raisonnée et raisonnable de s'engager.
Pour conclure, j'aimerais reprendre 3 mots qu'on a entendus, ambitieux, humilité et audace. Je crois qu'il faut être ambitieux ce soir comme les gens qu'on a entendus. Au fond, il n'y a pas de petite et de grande ambition. Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement et au fond de commencer à s'engager sous une forme ou une autre. Comme le dit un des donateurs avec lequel on travaille, quand on a trouvé la solution, c'est Monsieur Bonjour, il ne s'agit pas toujours de chercher midi à 14h. Vous l'avez dit aussi Alistair, vous l'avez dit aussi Tamar avec vos mots. Donc je crois qu'il faut avoir une forme d'ambition pour réaliser quelque chose et s'engager. Mais il faut être humble parce que comme vous l'avez vu sur notre diagramme, la philanthropie, c'est relativement peu d'argent. Et donc au fond, elle joue un rôle, elle joue une place. En travaillant avec d'autres, on peut trouver son chemin. Et en ce sens, l'humilité doit nous habiter. Mais je crois, pour conclure, je reprendrai les mots que Linda et Andrew vous avez utilisés. Il faut une audace, boldness. Les enjeux sont tellement importants qu'il s'agit aussi, avec cette philanthropie, ces fondations qui n'ont font ni actionnaires, ni propriétaires, ni membres, qui ont cette liberté incroyable, qui n'ont fait pas de problème de cash flow, qui d'entre nous n'en ont pas dans les budgets, dans les entreprises. On a cette liberté dont il faut profiter et faire quelque chose. Et peut-être que parfois on est notre propre obstacle à être audacieux. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie aussi l'équipe d'avoir organisé cette conférence. Et on se réjouit des moments d'échange. Donc il y a un apéritif à l'étage ou... Rappelle-moi Sabrina. Merci Étienne. Merci à tous pour être là ce soir. Donc l'apéritif, vous devez remonter, sortir du pétale et juste la porte en face. Et c'est là que vous accueille l'apéritif, donc au niveau de la route en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, pardon.